Good evening, ladies and gentlemen. Bonjour, mesdames et messieurs, et merci d'être parmi nous ce soir. Oui, il fait chaud, Bruno. Oui, il fait chaud. Et vous avez un lollipop pour vous subir les conséquences du réchauffement climatique ainsi que les îlots de chaleur à Montréal. Donc, une bonne idée. Donc, moi, c'est Matthew Chapman, le président actuel et sortant de la Coalition Climat Montréal. Et j'ai introduit ma collègue Amal Melki. Amal. Bonjour. Alors, euh, on se rejoint aujourd'hui. C'est la crise sanitaire de la COVID et l'arrêt des activités économiques et sociales qui ont surligné des défis majeurs à surmonter collectivement. Nous voulons vous offrir une opportunité de réfléchir sur l'évolution de nos positions publiques, nos politiques et programmes dans différents domaines. Pour notre AGA ce soir, nous avons choisi 3 domaines à repenser et à discuter. Le premier, la santé publique et planétaire des enjeux intimement liés. La deuxième, la participation publique, facteur clé d'une relance économique et écologique. Et la troisième, pour partager équitablement les bénéfices d'un environnement sain, il faut travailler des approches éthiques, morales, de justice et politiques de l'égalité face au dérèglement climatique. Je passe la parole à Mathieu pour nous donner l'ordre du jour. Merci bien, Amal. Donc, ce soir, nous sommes vraiment choyés d'accueillir 3 conférenciers ainsi qu'une mairesse d'arrondissement. Donc, on a avec nous d'abord Maya Vodanovic, mairesse de la Chine-Est. Merci, Maya, d'être avec nous. Nous avons, merci de me recevoir. Certain, c'est un plaisir, un honneur. Louise Vandelac de l'UQAM, le département de sociologie, expert en santé publique et ses impacts, la santé environnementale et santé publique, c'est cet axe-là. Elle va nous partager en premier une présentation de 15 minutes, suivie par 5 minutes de questions, où vous allez pouvoir poser les questions avec le chat. Donc, soyez à l'aise à n'importe quel moment à utiliser le chat pour poser vos questions. Deuxième présentation va être de Joey El-Khouri, chercheur à l'Université de Montréal et expert en démocratie participative et la transition écologique des villes. Et troisièmement, suivi par 5 minutes de questions encore. Et troisièmement, from Toronto, Michael Polanyi. Thank you, Michael, for joining us. And he'll be speaking to the letter that the Toronto Environmental Alliance brought to the City Hall in Toronto to call for a just recovery. And they published that letter well before any of these other just recovery initiatives got rolling. So they really did some early work, coalition building around demands that would improve both environmental and social outcomes in Toronto. So thank you very much, Michael, for joining us. And his presentation of 15 minutes will be followed by, again, 5 minutes of question and answer. So with that, following those presentations, nous allons passer à une période de discussion où vous allez être divisés en sous-groupes et vous allez pouvoir discuter, débattre de 3 questions. Vous pouviez toujours, déjà, je veux dire, lire les questions et préparer vos idées. Les voici, tout le monde ici. Donc, voir le chat où vous allez avoir un petit lumière orange qui pop. Et cet sondage-là va être rempli par un membre de votre sous-groupe. Cette personne-là va désigner comme rapporteur et ils vont soumettre les réponses à ces 3 questions suivant votre réflexion de 30 minutes environ. Et on va terminer à lire un sommaire des 3 réponses, des 3 questions par des membres du CA de la coalition. Et ensuite, on va vous chaleureusement inviter à nous joindre demain soir pour une rencontre encore plus palpitante où nous allons élire le nouveau CA de la coalition, entre autres. So with that, I would like to pass the microphone to Maya Vodanovic of mairesse de la Chine-Est. En fait, c'est la mairesse de la Chine tout court. Oh, excuse. On a l'Ouest et l'Est, chez les deux. Alors, moi, je tenais à être là juste pour vous saluer, pour vous dire à quel point je trouve votre travail important, nécessaire et bon. Alors,
j'aime lire vos courriels, j'aime savoir ce que vous faites. Je vous encourage de continuer. On a besoin de groupes environnementaux qui ne sont pas financés par le gouvernement, pas financés par la corporation. Vous êtes des gens libres, des intellectuels, un think tank. Et je vous aime, je vous apprécie. Continuez votre travail. Et avant de commencer cette conférence, je veux juste vous lire les mots de Margaret Mead que vous connaissez probablement déjà. Never doubt that a small group of thoughtful can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has, and those people are you. Thank you for doing what you do, and great job, all of you. Bye. Merci, Maya. Et maintenant, Amal va présenter notre première conférencière. Oh, vous êtes en mute, Amal. C'est un honneur à nous et un grand plaisir et un grand intérêt de recevoir parmi nous Madame Louise Vandelac, mais Madame Louise Vandelac a voulu elle-même se présenter. Je lui... Non? C'est pas ça? Ben, parce que vous avez... je peux lire? Tu avais préparé un bel texte, Amal. Oui, j'ai préparé un texte, mais elle a dit qu'elle veut l'arranger, c'est vieux. Puis Okay. je l'ai bien reçu. Bon, je veux le lire. Okay. Parfait. Le micro. Madame Vandelac. Juste une minute. Votre micro, Madame Vandelac. Et voilà. Voilà. La crise planétaire de la santé publique liée à la COVID et la pause des activités économiques nous ont montré une étroite corrélation entre la réduction des déplacements et du transport et la diminution des polluants dans l'atmosphère et la nuisance. C'est une occasion de penser nos façons de travailler et d'agir maintenant sur les changements climatiques et dégradation de la biodiversité. Nous avons l'honneur d'inviter Madame Louise Vandelac et un grand intérêt d'apprendre de ses riches réalisations scientifiques et exceptionnelles qui ont établi des ponts innovateurs entre différentes disciplines. Madame Louise Vandelac, professeure titulaire département de sociologie à Institut de sciences de l'environnement de l'UQAM, co-rédactrice en chef de Vertigo, la revue électronique en sciences de l'environnement, chercheur Paul Risque, maison de recherche en sciences humaines, Université de Cannes Normandie, chercheur en symbiose, centre d'études et interactions biologiques en santé et environnementale, CIROD, centre interdisciplinaire de recherche en opérations de développement durable, Centre Eau, centre de recherche sur l'eau, réseau de recherche en santé de population du Québec et directrice du CERAPA, collectif de recherche éco-santé sur les pesticides, les politiques et alternatives. Je passe la parole à Madame Louise pour... Merci beaucoup Amal. Merci à tout le monde d'être à Matthew. Et merci évidemment à la Coalition Climat Montréal. C'est un honneur pour moi d'être là. Et en fait, ce petit anicroche, c'est tout simplement parce que il y a des vieux CV qui traînent sur le web et donc parfois on me présente avec des choses où je ne suis plus là depuis 15 ans. Alors, c'est ça que je voulais un petit peu rectifier et vous ne pouviez pas le savoir. Donc, voilà, c'est fait. C'est de ma faute. Il faut que je rectifie ce qui traîne sur le web. Alors, sans plus tarder, ces quelques mots pourraient s'intituler « Élargir les perspectives pour un avenir viable ». Je pense que tout le monde entend parler depuis des semaines et des semaines déjà, voire des mois, dernières données sur l'état de santé, sur ce qui se passe avec le COVID, etc. J'ai donc choisi d'aborder la question de façon beaucoup plus large, de façon beaucoup plus globale, pour que ça puisse éventuellement vous inspirer pour la suite des choses. Le titre initial de cette soirée, c'est « Au-delà du COVID-19, une relance verte et juste
pour faire face aux crises climatiques, sociales et économiques. Il me semblait important d'entrée de jeu de souligner que il est peut-être un peu tôt pour dire au-delà du COVID, pour plusieurs raisons. On voudrait bien que ce soit au-delà, on voudrait bien fêter et on voudrait bien faire autre chose. Mais d'une part, rappelons que la plupart de nos États ont abordé cette pandémie avec un retard certain. C'est-à-dire qu'on savait déjà dès le début janvier et on a mis du temps à réagir. Ça s'est passé plutôt vers la mi-mars. Donc, on a eu une période de déni, de procrastination qui devrait nous inspirer pour la suite des choses. Parce que le déni, la procrastination, c'est la pire chose qui soit actuellement compte tenu des changements climatiques et de leurs impacts. Or, c'est ce déni relatif, ou en tout cas cette lenteur à agir, qui a aggravé cette pandémie, dont on attend une deuxième, peut-être une troisième vague. Dans certains cas, on pense aux États-Unis, ici et au Brésil, des dirigeants comme Trump ou Bolsonaro ont prolongé ces retards par un déni plus marqué encore, c'est-à-dire un refus de considérer que cette crise avait cette ampleur, alors que l'absence de couverture médicale et une absence ou une très faible, un très faible filet de sécurité fait en sorte que c'est déjà près d'une centaine de milliers de morts aux États-Unis et la crise risque d'être très longue dans le cas du Brésil. Dans le monde, en Amérique latine, en Afrique, le portrait est encore très parcellaire et on risque d'ailleurs d'avoir une simple fraction des cas de mortalité réels. C'est peut-être un peu tôt aussi, car cette crise du COVID a entraîné, on le sait tous, une déferlante économique sans précédent aux effets géopolitiques probables, ce qui va obliger à revoir profondément les paramètres de la mondialisation. Or, cette mondialisation, nous y sommes tous impliqués et l'ensemble des stratégies politiques sont liées à ces exigences de la mondialisation ou à ce qu'on a cru être des exigences. Et ça signifie que tant au niveau de l'agriculture qu'au niveau du commerce international et au niveau des échanges en tout genre, il faudra repenser ces termes-là. Il est peut-être également un peu tôt car la crise économique se double d'une crise alimentaire annoncée qui menace de faim et de mort aussi une population dépassant 1,5 milliard de personnes. Et ça, c'est gravissime et ça risque d'avoir des impacts de déstructuration de bon nombre de sociétés. Enfin, il est peut-être un peu tôt, car parmi les facteurs clés de la hausse des pandémies, il y a la dégradation accélérée de la biodiversité qui se poursuit et qui risque de favoriser d'autres pandémies. D'ailleurs, on sait très bien qu'il y a eu multiplication des pandémies au cours des 10 dernières années. Donc, on n'est pas tout à fait sorti de l'auberge. Par ailleurs, pour dire au-delà de la COVID, les principaux enseignements de cette crise-là. Et il est vrai qu'on n'a pas vu venir cette pandémie. Bon, d'une part, c'est vrai que la plupart des gens ont regardé ce qui se passait en Chine en n'y croyant pas trop et en ayant l'impression que c'était très loin. Et c'est une conception un peu myope de la mondialisation, soyons clairs, et de nos rapports avec la Chine dans ce cas-là. On a aussi été happés. Et ça, c'est un problème qu'on rencontre tous à un moment ou l'autre par l'importance des changements climatiques. Or, on ne peut plus, déjà depuis, je dirais, une vingtaine d'années, traiter des changements climatiques sans aborder toujours en même temps l'effondrement de la biodiversité, la multiplication ainsi que l'aggravation des événements extrêmes. Alors, les feux, les inondations, les vagues de chaleur, sécheresses, ouragans, tornades, etc. Et ce sont ces événements majeurs qui sont ressentis directement par la population, qui sont sans doute les facteurs de prise de conscience les plus marquants. C'est ce qui nous permet de réaliser que rien ne va plus. Et il faut, par conséquent, à chaque fois qu'on aborde les questions, à mon avis,
des changements climatiques, diversité et des événements majeurs. Les trois sont complètement interreliés. Plus profondément, je dirais que ce que nous apprend la crise du COVID, c'est que ce risque d'épidémie et de mort qui a incité les pouvoirs publics à mettre nos sociétés en veille et nos économies sous les respirateurs artificiels des États dont les budgets seront renfloués par les contribuables, donc par vous et moi. Donc, on a compris pour une des premières fois à quel point la mentale et la santé publique pouvaient contribuer à souder une société entière. Quand on parle d'environnement, on invoque rarement les questions de santé environnementale. C'est comme si c'était un autre élément à part, alors que je pense qu'il est fondamental en termes de mobilisation, entre autres, de lier très, très étroitement l'ensemble des enjeux de santé environnementale à l'ensemble des questions de biodiversité et de changement climatique. Dans les faits, ce sont les changements de comportement qui se sont faits au nom de la solidarité et de la protection de ceux et de celles qu'on aime, qui a permis à plusieurs pays de réduire, voire de stopper la pandémie. Et là, c'est aussi une leçon très, très intéressante parce que le discours ambiant nous promet depuis les premiers jours de la pandémie qu'on va avoir une solution technique, c'est-à-dire un vaccin. Évidemment, nous ne boudrons pas un vaccin, c'est évident, mais l'essentiel qui a permis jusqu'à présent de réduire ces impacts, ça a été la cohésion sociale, ça a été la solidarité. Et c'est un élément très important dont il faut se souvenir parce que face à la multiplication des inondations, des feux de forêt, des événements extrêmes, c'est cette solidarité et cette résilience des populations qui va être interpellée au premier chef. Mais je n'en mettrai pas trop épais sur la résilience, j'interviendrai plutôt en amont sur l'ensemble des failles qu'a mis en évidence cette crise du COVID. Des failles en termes de salaire, on le sait, en termes de conditions d'emploi dans bon nombre de métiers de soins, hein, les infirmières, les préposés aux malades, dans des milieux particuliers, c'est-à-dire les centres pour personnes âgées. Et ça, ce sont des leçons qu'il faut retenir parce que pour l'instant, tout ce qui s'appelle intervention sur les risques majeurs, c'est fait par un certain nombre de personnes qui n'ont pas toujours une connaissance approfondie de ce qui se joue au plan des changements climatiques notamment et de la crise de biodiversité. Et ça implique qu'on soit beaucoup plus vigilant collectivement par rapport à ces questions-là. Et je pense que du côté des villes, bon, Montréal a fait partie des villes résilientes, il y a une nécessité effectivement avec la santé publique de prendre ces dossiers-là à bras-le-corps, mais il faut peut-être le faire aussi beaucoup plus en amont sur les facteurs. On va y revenir un peu plus tard. Je dirais que plus profondément encore, alors que les changements climatiques semblent souvent abstraits pour une certaine partie de la population et que l'effondrement de la biodiversité semble parfois un peu lointain, même si on se rend bien compte qu'il y a à peu près 40% des oiseaux des champs qui sont disparus, qu'en Allemagne, 70% de la masse des insectes volants est disparue en 30 ans à peine. Bref, on a comme ça quelques éléments qui sont clairs, mais on ne le ressent pas aussi finement. Et je dirais que ce qui touche le corps humain, ce corps unique et différent qu'on trimballe depuis des millions d'années, comme le souligne le philosophe Danny Robert Dufour, c'est un puissant levier de conscience collective et d'action. C'est ce qui explique que j'enseigne depuis 20 ans en santé environnementale. Mais cette crise du COVID a peut-être permis de saisir qu'en dépit du très grand intérêt
de certains modèles, comme celui des limites planétaires. On est en train de faire un projet de recherche qui porte là-dessus actuellement, avec ces tipping points, avec les risques de basculement, en dépit de l'intérêt majeur des travaux du GIEC sur le changement climatique, de ceux de l'IPBES sur l'effondrement de la biodiversité. On retrouve au cœur de ces travaux l'enjeu de l'habitabilité même de la planète Terre par les humains. Autrement dit, ce sont les caractéristiques mêmes du corps humain qui, paradoxalement, constituent le point aveugle de ces modèles, comme s'il était inusable. Or, ce qui dégrade la planète et les écosystèmes, c'est également ce qui dégrade aussi le corps humain. Dans ses capacités cognitives, je pense ici aux perturbateurs endocriniens, je pense à l'ensemble des substances toxiques qui nous empoisonnent, évidemment aux microplastiques, mais qui atteint évidemment également les capacités même de régénération. On traverse une crise de la fertilité masculine depuis déjà une trentaine d'années, si bien qu'on ne se rend pas au siècle prochain si les choses ne changent pas profondément. Autrement dit, nous sommes une espèce menacée, là aussi. Autrement dit, alors que plusieurs décennies de travaux scientifiques permettent d'identifier les principales données relatives à l'état de la planète, les principaux mécanismes du discours économique, croissance, compétitivité, aggravant les menaces qui pèsent sur nous tous, mais d'abord et avant tout sur les enfants et les femmes des pays les plus pauvres, on commence à réaliser que cette destruction de l'environnement est un véritable écocide. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement les effets de la surconsommation de chacun, c'est aussi des intérêts économiques majeurs qui conduisent à ce qu'on peut appeler un écocide qui se double désormais de ce qu'on peut appeler un anthropocide, c'est-à-dire la destruction des conditions de vie humaine et de l'humanité, et cela sans que les questions d'imputabilité qui devraient être posées le soient véritablement. Je dirais donc que le COVID met en évidence des liens étroits entre le corps de la planète, le corps humain, le corps de la pensée et le corps social. Et logiquement, il serait important de pouvoir réunir ces différentes approches dans les politiques et dans toutes les politiques publiques. Quand on parle d'une relance verte et juste, je veux juste pour éviter de confondre la relance dans le sens d'une certaine reprise de certaines des activités économiques avec une perspective de croissance verte qui me semble assez illusoire, surtout si on la veut juste. La réduction des flux de matière et d'énergie exige en effet de réduire radicalement la consommation et d'en modifier les formes et les contenus. Donc, la croissance verte, c'est joli, ça fait beau comme ça, mais il n'est pas évident du tout qu'on a le temps de cela maintenant. Cette relance permettrait, pour revenir au titre de cette soirée, de faire face aux crises climatiques, sociales et économiques. Et je reviens ici sur le mot « crise ». C'est le philosophe Dominique Bourg qui souligne avec justesse qu'une crise se caractérise par un début et une fin. Ce qui, on l'espère, désignera un jour la COVID-19. Mais les changements climatiques, c'est plutôt une vis sans fin pour l'instant. Et ça risque de conduire à des conditions de vie invivables dans de nombreuses régions du monde, en commençant par les régions de l'Équateur et par certaines mégapoles, dont plusieurs sont aux limites de l'alimentation en eau. En fait, à l'Équateur, les dernières données nous permettent de voir que le corps humain peut très peu résister aux chaleurs qui risquent de se produire dans les années 40 si on atteint un 2 degrés de plus. Bref, on n'a que 10 ans pour faire fléchir les tendances actuelles. C'est un élément que vous connaissez bien et c'est bien pour ça que vous êtes aussi actif sur ces questions des changements climatiques. Est-ce qu'il y a des signes de, je dirais, des perspectives intéressantes à l'horizon? Oui. Et parfois, ça vient de, je dirais, de personnages qu'on n'attendait pas au détour. Je pense ici, par exemple, à Mark Carney,
qui est l'ancien gouverneur de la Banque du Canada, qui est devenu le gouverneur de la Banque d'Angleterre, qui est l'envoyé spécial de l'ONU pour le climat, et qui considère que la valeur va changer dans le monde post-Covid. C'est Dorothée Brauwels qui souligne que l'économie de marché est devenue la société de marché et le virus pourrait manifestement inverser cette tendance, selon Carney. Les moteurs traditionnels de la valeur ont été ébranlés, de nouveaux prendront de l'importance et il est possible que le fossé entre ce que les marchés valorisent et ce que les gens apprécient se referme. Donc, pour quelqu'un qui connaît aussi bien l'aveuglement du monde financier face aux risques climatiques, c'est tout à fait intéressant de voir ce type de perspective. Je vous dirais que au plan international, au niveau des grands organismes internationaux, il est évident que ce type de conscience partagée est de plus en plus significatif. Par ailleurs, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a plus de 240 000 villes et 5 milliards de personnes qui ont souligné la Déclaration des droits de l'humanité et des générations futures, qui a été présentée à l'ONU il y a 2 ans, dans la foulée de la signature de COP 21. La ville de Montréal, logiquement, fait partie de ces villes signataires et j'ai demandé à l'UQAM d'être la première université au Canada à signer cette déclaration. Je vais m'organiser pour que vous puissiez diffuser sur votre site ou ailleurs ou aux participants de ce soir cette déclaration des droits de l'humanité et des générations futures parce qu'on a besoin, pour penser ces questions-là largement, de renouveler les cadres d'analyse de la Déclaration des droits de l'homme, qui date déjà de la Seconde Guerre. Et ça peut être extrêmement intéressant de repenser les droits et les devoirs, non seulement de l'humanité, mais des générations futures également, puisque ce sont actuellement les générations futures qui sont les plus actives et les plus lucides par rapport au changement climatique. Et je pense que d'avoir un cadre comme celui-là pourrait être tout à fait pertinent. Évidemment, vous allez me dire, mais alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Alors peut-être qu'on pourra, je ne sais plus où j'en suis en termes de temps. Oui, en fait, on a dépassé de 2-3 minutes, donc déjà, on a juste 2 minutes pour des questions. Mais okay. une des premières questions qui est ressortie, c'est effectivement ça. Qu'est-ce qu'on fait à Montréal? Donc, peut-être tu peux nous en parler, puis j'invite l'audience à poser d'autres questions dans le chat. Je dirais qu'il faut peut-être poser les questions autrement. On a beaucoup travaillé sur les transports, par exemple. Peut-être faudrait-il travailler sur l'emploi de façon à assouplir les conditions d'emploi, ce qui va profondément modifier les questions de transport. Dans une économie tertiarisée, pas tout le monde a besoin d'être au bureau au même moment, à la même heure, etc. Et il y a possibilité d'assouplir considérablement ces horaires. Au niveau de la pollution, tout le monde a vu qu'il y avait moins de pollution liée au transport, sauf qu'il faut introduire des nouveaux chantiers. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas de chantier sur l'écologie industrielle à Montréal, sur la production propre, par exemple, Clean Production Action en anglais. Ce sont sur le biomimétisme. Il y a vraiment toute une série de travaux qui mériteraient d'être actualisés et d'ouvrir de nouvelles perspectives. Au niveau de l'alimentation, il faut que les villes deviennent des villes nourricières. Autrement dit, les villes se sont construites en externalisant une partie de leurs fonctions. Là, il faut réintégrer ces fonctions. Je pense que la fonction nourricière, entre autres, en est une qui est très importante. Et il faut revoir complètement l'architecture et l'urbanisme en faisant en sorte qu'on ait davantage de maisons passives et qu'on repense ces questions d'énergie et qu'on limite le tout jetable. On a l'impression actuellement, et je voyais les statistiques aujourd'hui, écoutez, c'est un désastre de production supplémentaire de plastique vers lequel qui se dessine pour les prochaines années. Je regarde les données de l'industrie, c'est loin d'être dans la bonne direction. Donc, il y a des efforts considérables à faire, mais au niveau des politiques et au niveau de l'amont, c'est-à-dire, par exemple, avoir une loi sur l'obsolescence programmée. Certes, ça pourrait se faire au niveau du gouvernement du Québec,
mais parfois les villes peuvent être incitatives et ça peut permettre de faire… Bref, ce ne sont pas les idées qui manquent, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de secteurs possibles d'intervention sur l'ensemble de ces questions. Ça va? Tu es sur mute, Amal. Oui. Non, toujours. On ne s'entend pas. Après avoir écouté ces belles réflexions et ces belles… qui aimerait, j'ai pas vu grand-chose comme question. Est-ce que quelqu'un vous… Mais ouais, vu qu'on n'a pas reçu de questions, peut-être on devrait, étant donné le temps, on va passer à Joey, puis on va inviter des questions toujours à être posées dans le chat pour Mme Van Vleck, mais à ce moment-là, on va les dresser plus tard par courriel. En fait, on va ramasser toutes les questions, puis on va les transmettre aux conférenciers pour qu'ils puissent vous revenir. Donc, s'il vous plaît, continuez de mettre les questions dans le chat, mais pour gérer le temps puis respecter le temps de tout le monde, on va passer, je pense, au prochain conférencier. Merci beaucoup, Mme Van Vleck. Puis, Amal, veux-tu présenter M. El Khoury? Bon. Alors, de nouveau, la pandémie actuelle de la COVID a déclenché un violent choc économique sur un fond de crise écologique. Ces trois crises sanitaires, économiques et écologiques nous laissent réaliser que c'est le moment où le peuple remporte des victoires historiques transformant profondément leur époque. Nous sommes au croisé des chemins. Les mesures d'urgence pour protéger la santé publique nous insistent à co-créer une transition écologique sociale qui transformera l'économie et la société. Une relance s'impose. Notre co-frère et cofondateur de la Coalition Climat Montréal a le grand plaisir de partager avec nous ses réflexions sur la transition sociale et écologique. Étudiant au doctorat de l'Université de Montréal en sciences humaines et appliquées, sa thèse porte sur le rôle de la société civile dans la transition urbaine pour la carboneutralité. Chargé de cours à HEC Montréal en innovation sociale et en responsabilité sociale des entreprises, chargé de projet au pôle IDEOS HEC, il accompagne des entrepreneurs dans leurs projets de start-ups. Résident de Saint-Henri et passionné de permaculture, de quartiers en transition et de la simplicité volontaire. Pour notre AGA, il nous expliquera l'importance de la participation publique pour une transition économique et écologique juste, valorisant des communautés résilientes, sobres en carbone. À toi, Joe. Merci beaucoup, Amal. Puis merci aussi, Madame Van Vleck, pour votre présentation. Puis moi, j'ai noté quelques points que j'aimerais aussi échanger avec vous suite à ma présentation. Merci tout le monde. C'est vraiment un plaisir d'être ensemble autour de l'écran. Plusieurs personnes que je connais. Et merci à l'équipe de la Coalition de me donner l'opportunité de toujours avoir l'occasion de partager quelques réflexions sur la participation citoyenne pour une transition juste. Alors, je vais partager mon écran. J'ai des diapositives là que j'ai préparées. Est-ce que vous voyez ça comme il faut? Oui. Oui, OK. Alors, pour certains d'entre vous, vous allez voir que bon, c'est une présentation qui est assez familière, que vous avez probablement déjà vue dans le passé dans le cadre d'autres événements de la Coalition, mais ajustée puis mise à jour un tout petit peu quand même. Voilà. Alors, rapidement, pour un peu ce que j'ai le goût de partager avec vous, c'est de faire un peu la mise en contexte de un peu où on en est aujourd'hui par rapport à la lutte climatique. Puis cette discussion de justice sociale et justice climatique qui sont les deux faces de la même médaille. Et spécifiquement parler du contexte montréalais. Qu'est-ce que de mon point de vue, je vois comme étant un terreau fertile ici à Montréal pour, comme j'aime le dire, enraciner cette transition juste. Et le rôle des arrondissements
dans cet enracinement-là d'une transition juste. Et puis, aussi, plus concrètement, ça ressemblerait à quoi une démarche pour engager une mobilisation citoyenne massive au niveau des arrondissements pour enclencher cette transition, l'accélérer, pour faire en sorte que cette crise du COVID soit une crise à travers laquelle on est capable de rebondir, mais faire quelque chose d'autre. Et finalement, l'importance de cette participation citoyenne, un peu où je pense qu'on en est aujourd'hui, puis vers où on devrait y aller. Et quelques exemples de concrètement, ça ressemble à quoi une transition juste? Et on a des exemples d'ici à Montréal, notamment ce qui est en train de se mettre en place à la Chine-Est, entre autres, et des exemples aussi d'ailleurs desquels on peut s'inspirer. Alors, bon, pour mettre un peu la table de où on en est aujourd'hui avec cette crise climatique, bon, au niveau international, je pense qu'on n'a pas besoin d'élaborer trop sur l'urgence. On est dépassé minuit là. Et comme Madame Vandelac le disait, on approche à des tipping points, des points de bouleversement. Et c'est quand même, il y a vraiment grande urgence. Au niveau national, en tout cas, moi, quand j'y pense, la controverse de Westwood Wetton au début de l'année, ça paraît comme si c'était il y a des années, mais c'était il y a juste quelques mois. Là, on parlait de quand même une crise quand même assez majeure au Canada. Et bon, on sait qu'au niveau national, on n'est pas vraiment en train de bouger où ce qu'il faut y aller. Au niveau provincial, on sait qu'il y a ce plan d'électrification du gouvernement provincial qui semble qu'est-ce qui va se passer avec ça dans le contexte de la COVID. Au niveau d'autres partis politiques, il y a par exemple Québec solidaire qui a leur mobilisation Ultimatum 2020 qui était normalement prévu pour octobre, qu'il va y avoir une grande mobilisation. Ça aussi, on ne sait plus trop vers où ça s'en va. Et au niveau des mouvements citoyens, il y a un super beau travail du Front commun pour la transition énergétique qui est en train d'élaborer leur plan Québec Zen aussi, que je pense que beaucoup d'entre nous attendent avec beaucoup d'intérêt. Au niveau municipal, Montréal fait partie de la C40. La C40, ils ont leur objectif qui s'appelle ça le Deadline 2020, où, bon, il faut dire que je ne l'ai pas trop creusé, ce Deadline 2020, mais de ma compréhension, c'est cette année-là que les villes doivent vraiment se positionner en tant que leader de cette transition-là et qu'ils puissent avoir des plans robustes qui vont être mis en œuvre, qui vont être implémentés. On ne parle pas juste d'un plan sur papier, mais quelque chose qui va être dans l'action pour accélérer cette transition-là qui est hautement urgente. À Montréal, effectivement, on était supposé recevoir de la ville était supposée publier leur plan d'action climat qui était prévu pour avril. Ça a été, il me semble, aussi mis un peu sur la glace probablement pour le début de l'automne, si je ne me trompe pas. Et bien sûr, il y a la coalition Climat Montréal qui, depuis maintenant 5 ans, œuvre pour des politiques publiques qui vont dans le sens de la transition vers la carboneutralité. Et il y a notamment aussi, du côté des mouvements sociaux, les déclarations d'urgence climatique, la DUC, qui eux aussi élaborent en ce moment des chantiers pour concrétiser des actions pour une transition juste. Au niveau des arrondissements, je dirais que grosso modo, je pense qu'on voit, puis je vais passer quelques exemples de super belles initiatives là qu'on voit depuis plusieurs années qui s'enracinent dans les arrondissements, surtout au niveau de l'agriculture urbaine qui a pris une grande effervescence ces dernières années à Montréal. Mais je ne peux pas dire qu'on voit encore des initiatives à la hauteur de l'urgence et à la hauteur de ce qu'on a besoin d'avoir. Je pense que là, il y a vraiment des grosses opportunités. Et puis bon, au niveau encore plus micro, des ménages, au niveau individuel, on voit vraiment l'enthousiasme, l'engouement qu'il y a de plus en plus pour, par exemple, le mouvement zéro déchet, les paniers bio. La COVID a mis cette discussion autour de l'économie locale sur le devant de la scène, qui est, je pense, un point positif quand même. Et de plus en plus, on voit beaucoup de re-questionnement au niveau de nos modes de vie. Et la COVID, s'il y a quelque chose de positif, c'est que ça amène ces discussions-là devant la scène. Sauf que, je dirais, cette
gouvernance climatique à plusieurs niveaux, à multiniveaux, ça peut être quand même, c'est complexe, c'est sûr, c'est complexe, ça peut être très mêlant. S'il y a des actions au niveau international, ça a des impacts au niveau, mettons, provincial, etc. Fait que on peut se sentir rapidement embourbé, en fait, dans un contexte qui est difficile à s'en sortir. Dans cette complexité-là, c'est là où le rôle des villes, je trouve, qui est super intéressant, c'est que les villes, finalement, c'est un niveau méso, dans lequel les villes peuvent potentiellement combler l'inaction des paliers supérieurs gouvernementaux, et en même temps, les villes ont aussi la responsabilité de catalyser l'action locale. Et je pense que ces dernières années, les villes empruntent de plus en plus de responsabilités par rapport à concrétiser une transition. Dans ce contexte-là, ce n'est pas juste une question de gouvernance à multiniveau, mais c'est aussi toute cette question de justice sociale et justice climatique que, jusqu'il n'y a pas longtemps, on traitait ça de manière mutuellement exclusive. C'était comme si on regardait deux choses différentes, mais on le comprend de plus en plus là que c'est finalement c'est systémique. Et on le voit bien dans ce schéma qui est publié sur le site web de Connect for Climate. Ils ont toute une base de données sur des infographiques très intéressantes par rapport à la crise climatique. Puis aujourd'hui, avec la COVID, on voit clairement un secteur de la société, le domaine de la santé, qui est en crise, mais encore qui n'est pas en silo et qui va forcément avoir des répercussions systématiques sur le reste des secteurs et le reste des systèmes de la société. Alors, cette discussion de justice sociale, justice climatique, elle ne peut pas être séparée, elle est interreliée et on a besoin de commencer à la traiter de cette façon-là, surtout au niveau des politiques publiques. Puis ça aussi, en tant que tel, c'est des changements de fait, c'est des façons de faire les politiques publiques qui doivent aussi évoluer. Ce n'est pas évident. Ça m'amène à partager en fait ma perspective de ce qui se passe au niveau local à Montréal depuis plusieurs années. On a vu l'émergence de plusieurs groupes citoyens au niveau local, au niveau des quartiers, qui se mobilisent, qui s'organisent pour la transition bien avant que la ville même parlait de transition, bien avant que les autres parlaient de gouvernement, parlaient de transition. Il y a quelques années, c'était ces groupes citoyens qui parlaient de transition, puis qui se penchaient sur les enjeux au niveau local, puis qui réfléchissaient collectivement à des solutions possibles et qui s'inspiraient d'autres mouvements à travers le monde. Alors là, ce n'est pas une liste exhaustive, c'est juste quelques exemples de ces groupes citoyens-là à travers plusieurs quartiers de Montréal. Certains emploient le mot transition, d'autres non, mais grosso modo, ils sont dans une démarche de repenser le milieu de vie. Puis je sais que notamment à l'UQAM, la chaire de la transition écologique de René Audet se penche beaucoup sur ce concept de milieu de vie. Et je pense que c'est ça qui, d'après moi, est une des forces à Montréal, c'est qu'on peut compter, puis on peut se reposer sur un terreau fertile de ces initiatives-là pour catalyser la transition. On a la chance d'avoir cette effervescence citoyenne et ce serait dommage qu'on ne capitalise pas sur ça. Comme je le disais, c'est un terreau fertile de projets brèches. Alors des projets qui existent déjà, qui nous démontrent en fait c'est quoi qui est potentiellement possible, qui nous permet de cibler les brèches dans le système pour augmenter, si je peux dire, les cracks, excusez mon anglicisme, mais pour ces fissures-là dans le système qu'on a besoin d'ouvrir encore plus, ces projets-là, c'est ça qui nous permettent de faire, entre autres, sur différents enjeux de justice sociale et de justice climatique, que ce soit la gentrification, que ce soit les systèmes alimentaires, les systèmes de transport, l'éducation, etc. Ce qui m'amène, moi, personnellement, à me poser cette question, ça fait maintenant un petit moment, puis j'en ai eu l'occasion de discuter avec plusieurs personnes qui sont sur l'appel aujourd'hui, c'est de dire, d'accord, on a ces arrondissements-là, il y a plusieurs acteurs dans les arrondissements. C'est quoi le rôle des arrondissements pour enraciner une transition socio-écologique qui soit juste, qui soit équitable, qui réponde aux enjeux de justice sociale et qui réponde aux enjeux de justice climatique et d'écologie? Alors, on a une diversité d'acteurs, de parties prenantes, de différents secteurs très diversifiés, et on a ces groupes de citoyens. C'est sûr,
qu'on ne retrouve pas nécessairement dans tous les quartiers de Montréal, dans tous les arrondissements, mais dans beaucoup d'entre elles. Donc, ce serait quoi le rôle de ces groupes citoyens qui sont déjà en place, ou peut-être d'autres qui doivent être catalysés? Ce serait quoi leur rôle pour, en quelque sorte, fédérer, ramener autour de la table tous ces acteurs, toutes ces parties prenantes au niveau des arrondissements pour penser ensemble, mais surtout pour agir ensemble à enraciner une transition qui soit le reflet des aspirations des citoyens et de leurs besoins sociaux et de la manière qu'on façonne notre environnement. Alors, la manière que je vois ces groupes-là, c'est que finalement, on peut les voir comme des agents de transition pour catalyser, faciliter la mise en œuvre d'actions collectives avec comme objectif de relocaliser l'économie. Puis, on en parle aujourd'hui dans le contexte de la COVID, relocaliser l'économie, une façon de la redémarrer de manière plus équitable, de manière plus résiliente, mais qui ferait en sorte que cette relocalisation de l'économie irait de pair avec une décarbonisation rapide parce qu'on serait en train de fonctionner sur des circuits beaucoup plus courts, beaucoup plus locaux. Et cette relocalisation de l'économie est une fenêtre d'opportunité pour accélérer une transition écologique qui soit juste. Et c'est d'autant plus pertinent, cette discussion-là, comme on le mentionnait tout à l'heure, c'est que la Ville de Montréal a un plan d'action climatique qui s'en vient. Le Front commun pour la transition écologique a un plan ZEN 2.0 qui s'en vient. Les chantiers de la DUC a aussi un plan de mise en action de la transition 2.0. L'idée, c'est de se dire, comment est-ce qu'on va faire pour prendre ces plans-là, puis de les concrétiser sur le terrain et faire en sorte que ça ne reste pas, surtout au niveau de la ville, encore un autre plan de développement durable qu'on appelle aujourd'hui un plan climatique parce que c'est au goût du jour, mais qui va venir s'empiler sur tous les autres plans de développement durable de la ville qui sont super beaux sur papier, mais on a l'impression, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui est ressorti de ces plans-là. On n'a pas de suivi, on n'a pas d'indicateur, on ne sait pas qu'est-ce qui a été réalisé vraiment, comment ça a transformé nos milieux de vie. C'est vraiment pas clair. Et on veut éviter cette limite-là, on veut éviter de se retrouver dans ce genre de situation parce qu'on n'a plus le temps. On est en crise climatique et on a besoin de passer à l'action rapidement et d'accélérer. Alors, l'idée, c'est de se dire, venir et ramener toutes ces parties prenantes autour de la table au niveau des arrondissements, en quelque sorte, on peut comprendre ça comme en fait créer une arène de transition. De ramener les gens autour d'un chantier de transition, comme la DUC l'appelle. Moi, je nomme ça une arène de transition, mais c'est de dire au niveau local, comment est-ce que les instances publiques, les conseillers d'arrondissement, les maires d'arrondissement, les conseillers à la ville, tous les services de la ville au niveau des arrondissements, les sociétés de développement commercial, alors les artères commerciaux, les petites entreprises, les PME, les citoyens, les groupes communautaires qui luttent pour la gentrification, les groupes communautaires qui se mobilisent pour l'environnement. Comment tout ce beau monde, la santé, les CHSLD, les écoles, les bibliothèques, les communautés religieuses, comment est-ce que tout ce monde-là pourrait se mettre dans un espace qu'on pourrait appeler une arène de transition locale pour concrètement passer à l'action collectivement? Alors, là, je rentre un peu plus dans le micro, dans le pratico-pratique, mais... Juste une minute ou maximum d'accord. Pour permettre quelques questions. Voilà, tout ça pour dire qu'il y a des démarches très intéressantes desquelles on peut s'inspirer. Il n'y en a pas une qui est comme magique, mais l'idée, c'est de dire que ça existe des processus pour collaborer entre plusieurs parties prenantes. Alors, il y a des très belles choses qui se font, puis notamment, par exemple, avec ce qui a été mis à la Chine avec l'atelier. Voilà, ce n'est pas les exemples qui manquent, aussi de différents exemples qui nous viennent des villes en Europe qui passent à l'action de manière participative. Je vais passer rapidement. Alors voilà, je pense que au niveau des arrondissements, c'est une clé. C'est une clé parmi tant d'autres qui peuvent nous permettre de débloquer les choses pour accélérer une transition juste qui soit inclusive, démocratique et qui implique les parties prenantes qui sont affectées, qui sont impliquées dans tout ça. Alors, en gros, l'idée, c'est que on doit passer d'une démocratie municipale où
on a encore des projets qui sont faits sans l'implication des citoyens, comme on l'a vu avec le Royal Mount, avec le REM. Il y a beaucoup de belles choses qui se font grâce à une institution très importante qui est le CPM, mais qui, d'après moi, est encore un peu trop au niveau de la consultation de l'implication symbolique et pas assez dans une implication transformatrice. Et il y a des exemples d'une participation beaucoup plus profonde, beaucoup plus une démocratie beaucoup plus directe, où le citoyen est en partenariat avec la municipalité, le citoyen a un certain pouvoir au niveau de la mise en œuvre et même, pourquoi pas, a des pouvoirs décisionnels autour de ce qui se passe dans son milieu de vie. Et c'est là, d'après moi, où on veut être si on veut relocaliser une économie de manière équitable, juste et écologique. Alors, plusieurs exemples ici à Montréal de c'est quoi cette démocratie radicale ou directe. Milton Park, qui est un milieu communautaire qui existe depuis 30 ans, qui fait énormément de travail à ce niveau-là. Bâtiment 7, qui est un exemple de à quoi ressemble une transition juste, équitable et écologique, qui remet des services de base dans les mains des citoyens, autogérés par et pour les citoyens. Ici, à Saint-Henri, où j'habite, un autre beau projet qui est encore en phase de conceptualisation, mais qui, pour moi, est, comment dire, ce qui va se passer au niveau de ce projet va nous donner des indications de vers où on s'en va par rapport à la démocratie participative à Montréal, parce que là, on a un projet 100% communautaire, 100% basé sur la justice écologique et sociale, qui cadre parfaitement dans la transition. Il y a un promoteur privé qui veut prendre ce site-là pour en faire des condos. Les deux options sont sur la table de la ville, vers où on va aller. Et ça va être une grande indication de jusqu'à quel point on est sérieux de changer nos habitudes de faire pour aller dans la bonne direction. Alors, on attend un peu le dévoilement un peu de ce qui va se passer sur ce projet avec un grand intérêt parce que ça va nous donner beaucoup d'indications où on est rendu. Et comme je mentionnais, un exemple au niveau de c'est quoi une participation beaucoup plus poussée, une gouvernance participative concrètement à la Chine. Récemment, le lancement de l'atelier La Chine Est, et qui a fait en sorte qu'il y avait des consultations de l'OCPM, mais en amont, les citoyens ont conceptualisé leur quartier avant même qu'on vienne leur proposer des solutions et puis qu'on fasse des patchwork ou du retouching, mais on est impliqué de leurs aspirations. En collaboration avec les promoteurs privés, mais ce n'est pas juste des promoteurs privés qui ont dans leurs mains la destinée de nos communautés. Merci, Joey. Est-ce que tu peux passer... Oui, alors je vais finir juste en vous donnant cette référence d'un réseau qui sont les Municipalities in Transition, qui font beaucoup de travaux, beaucoup de documentation en ligne très intéressante, explorer comment les municipalités et les citoyens peuvent travailler ensemble. Et je vous laisse sur cette citation de Bruno Latour. Et pour moi, la grande question, c'est où est-ce qu'on s'en va avec notre démocratie? Et c'est là, d'après moi, la clé pour relocaliser l'économie et accélérer la transition juste et écologique. Désolé du temps que j'ai excédé. Infiniment, Joey. Non, c'est très riche. Puis, en fait, la partie à la fin, là, on parle des exemples concrets, ce qui est vraiment, vraiment inspirant. Donc, merci énormément pour ça. On est aux périodes de notre troisième conférencier, un peu dépassé le temps pour lui. Donc, à moins que je vois une question apparaître dans le chat tout de suite, on va devoir passer directement, mais je vous rappelle que vous êtes toujours la bienvenue de publier les questions après. Je vais également partager, juste avant que on invite notre dernier conférencier, le lien vers le sondage qui va guider nos discussions suivant la conférence de Michael Polanyi. Et le voici encore. Donc, jetez un œil, s'il vous plaît, sur les 3 questions du sondage pour bien vous préparer les réflexions pour participer aux discussions de sous-groupe. And with that, we will pass to the introduction of our final speaker, Michael Polanyi. And here we go. Michael is a climate campaigner with the Toronto Environmental Alliance.
He has a background in research, public policy, and community organizing. He's worked as a policy research at Queen's Park, the legislature in Ontario, and as a national coordinator of anti-poverty programs at Kairos, a population health researcher at the University of Regina, and a community development worker at the Children's Aid Society of Toronto. So very diverse experience, not just in the climate world, but across a number of sectors, and has been engaged in peace, social justice, and environmental activism since his university days in the 1980s. You'd never know it from looking at him. He has a PhD in environmental studies from York University. And Michael, we are very, very pleased to have you join us. You, in some aspects, kind of work with the Coalition Climat Toronto. So, so we're very, very happy to have you with us and to share some of the work that you guys have been doing. Thank you very much for joining us. Great. Well, thank you, everyone. I apologize for speaking in English, but it's great to be here. And I really appreciate the two previous presentations, very informative and provocative, both I think at the sort of meta level in terms of the lessons that we can draw from this critical juncture in relation to COVID-19, and also really impressive the grassroots kind of neighborhood level work that's going on in Montreal, and the reminder about the critical nature of democratic participation in the transition that we face ahead of us. I work at Toronto Environmental Alliance. We're a citywide environment group in Toronto. We've been around for 30 years, and we focus on advocacy, education, and community mobilization, resident mobilization. And I want to share just a few thoughts, let you know the work we've been doing in the past couple of months for a just and green recovery in Toronto, and just let you know how we've done that and what the results have been, and share a couple of reflections about that work. So I'm going to try and share my screen here. Okay. Oops. Yeah, so I just want to, as I mentioned, share a little bit of what we've been doing in Toronto with other organizations through a coalition approach to advocating at City Council for the recovery to COVID-19, to follow a focus on health, equity, and sustainability. And just to say that I certainly echo what Joseph was saying in terms of our analysis of the climate crisis is that it's related inextricably, closely with questions of equity and social justice, that there are systems that drive both social inequality, economic inequality, and the exploitation and destruction of our environment and our climate, and that we need to build grassroots mobilizing and grassroots advocacy for change, both in terms of sustainability and social justice. So I think that's very much Toronto Environmental, I think, increasingly working to reach out to groups from various sectors, from labor to resident groups to anti-racism groups to migrant justice groups, and to build alliances in our advocacy to make sure that we're aligning our efforts in terms of the transition that we need to make to a zero carbon society. And Louise already did a very good job in terms of talking about some of the opportunities and challenges for climate action in the context. And I think that I echo some of the things that she said in terms of there are some opportunities, I believe. I believe that
the failures of many of our systems, whether it's around food or housing or employment support, long-term care, those have been made so apparent as the vulnerabilities that we know have always existed have come to the surface and been exacerbated by COVID-19. And I think we've seen a much greater acceptance politically of the need for an active role of government. Also, Louise talked about the growth in systems of solidarity, mutual aid systems at the local level. And I think we've seen the power of those informal engagement systems. But we also face real challenges. Clearly, municipal governments across the country are facing huge fiscal challenges. I think the City of Toronto has been losing, I think it's $60 million a week, and they're facing a $1 to $2 billion gap in their budget. And we also see many of the established businesses mobilizing for bailouts, for financial support, but also resisting any kind of transition or transformation of our society. And I think I should mention also that Toronto has a climate action plan also, like the City of Montreal, which was approved, I believe 3 years ago. And what we've been told by our city staff in Toronto is that unless we can bring the climate plan under the lens or a framework of recovery, rebuilding, and resilience, that it's going to be very hard to get the city to move forward on climate change. So they're telling us really it's critical that we incorporate a discussion of climate action in the process of recovery that the city is undertaking. So that is really what we have been trying to do. We've been trying to, the City of Toronto moves from emergency response into a mode of recovery and rebuilding, that rebuilding process is informed by a commitment to climate action, moving forward with climate action, a commitment to moving forward with reducing inequities that exist, the high level of poverty, the high level of homelessness, and lack of access to basic services in the city. So we've very much that's been our work over the past couple of months with many other organizations and community groups. And so what we did soon after the pandemic hit was we reached out to city councillors. We tried to figure out what the decision-making process was at City Hall to recover for the recovery. There was very little public information. The mayor set up a task force. There was no public information about which councillors were on that task force. There were no formal consultations or no formal process for people from across the city to provide input into that task force. So part of the work that we tried to do was to make that task force more public, to share information about the task force with groups in civil society. And then when City Council announced that it was going to meet, we felt that we needed to work quickly to inform that discussion, to put some shared demands from civil society, from community organizations in front of City Council, so that they weren't having that discussion without seeing a strong level of support for a just and green recovery as the City Council was starting to talk about recovery. So we worked quickly to reach out to groups, some of whom had been involved in advocating for the climate emergency declaration that Toronto passed in October. We reached out to groups that we have a relationship with, have trust with, and we also intentionally reached out to groups that reflect diverse sectors that engage at the grassroots level and that work on issues such as housing, transit, anti-Black racism,
community employment for diverse communities, social services and nonprofit organizations. So we brought together 9 groups, and we quickly worked to develop a joint platform. We called it 10 Principles for a Bold, Green, and Just Recovery. And we quickly got other groups to sign on. So I think we had 28 groups that signed on. And the principle, a taste of those principles. And I think that you may be working through some similar process yourself in Montreal. So just briefly, what we called for was an affirmation that the city would continue with its commitments around climate change and poverty reduction. We were pushing the city to advocate with the federal government and the provincial government for a new fiscal relationship, for the new powers to fairly fund city services, which we know have been underfunded for many years in the City of Toronto. To support the mutual aid networks, that social solidarity, and continue the emergency supports that have been provided. And importantly, to ensure that the rebuilding process is community-led, and that it's informed by a recognition of the inequitable impacts of COVID, and that it puts workers at the center, and that it prioritizes in terms of the investment and employment opportunities, local communities and low carbon infrastructure. So what did we accomplish by this? At the April 30th council meeting, the day after we released this, there were a few positive actions taken. There was a commitment to a mention of the importance of leaving a legacy for future generations. There was a commitment to expand cycling infrastructure, and you may have heard yesterday that the City of Toronto announced another 25 kilometers of protected bike lanes. So we now will have a bike lane going right across the center, east-west in the city. We're still far behind Montreal, I know, but that's quite actually a transformative announcement by the city. And also, there was a mention of the principle of climate change and mitigation and resilience, and new supportive housing units. So a few small things happened at that council meeting. And since then, C40, I think Joseph mentioned C40, and C40 cities, an alliance of large cities committed to climate action. And our mayor of Toronto, John Tory, signed on to a declaration committing to a healthy, equitable, and sustainable recovery. And interestingly, there was no press conference, no public announcement about this. So we feel like he was pressured to do it, but doesn't really want to draw attention to it. So it's an opportunity for us to use that as leverage going forward. And then the Office of Recovery and Rebuild has mentioned resilience and climate change as a key area. So just some quick reflections on the process that we went through to build this coalition of 25 groups. We started with groups where we had a prior relationship, where we'd done the hard work of developing and identifying shared values and building trust. We intentionally included groups that engage frontline groups that are engaged in building capacity and power at the local level, whether it's with tenants or workers or low-income residents. And we tried to include experts or groups that had expertise in key sectors that are important to the recovery. And we spent time in terms of making sure that we had a shared floor of demands. In other words, that we weren't going to kind of undercut each other in terms of what we were advocating for individually. And we worked hard to make sure that the groups at the table, whether small or large, had an equal say in the development of the principles. We had to move very quickly. I just want to mention that there are other initiatives in Toronto and also nationally that are underway. And some of these relate to
advocating for funding for transit, protecting tenants, calling for a new deal for cities. And some of you may have seen the 2020 declaration that was released on the weekend, calling for 20 specific policy demands in cities in these areas: transportation, land use, and sustainable buildings. And then some of you may also have seen the Canadian Action Network, the Climate Action Network, that released a national just recovery platform this week as well. So our next steps to finish off we need to continue to work with partners. We are demanding public consultations. I know consultations is, not the highest level of public participation, and certainly public participation in the city's climate plan needs to be accelerated and supported, but we do believe as much as possible that the recovery needs to engage people at the grassroots. We'll continue to advocate for council to make an explicit commitment to an equitable, resilient, and low carbon recovery. And we want to make sure that when the city advocates for support from higher levels of government, that they prioritize and demand a focus on equity and sustainability in those investments and funding opportunities. And then finally, we're working now with partners to identify what's the short list of concrete short-term and medium-term solutions that the city could implement right now to make a real difference in terms of food access, in terms of decarbonizing buildings, in terms of creating jobs, green jobs, and in terms of improving transit. So I think that's it. I hope that that's a little bit of a picture of what we've been doing in Toronto, and I hope it's helpful for you in your work in Montreal. Yes. Very much so. Thank you immensely, Michael, for that presentation. Again, it's the kind of presentation that I know I will watch again at least once, as with the others given today. So thank you very much for that. We do have a couple of questions in the chat, so let's go through those quickly, and then we'll jump into the group discussions. What is community-led recovery, and have you tried to involve companies in that stakeholder engagement that you did around the Just Recovery principles and letter to City Hall? It's a really good question. Well, just in terms of involving companies, I would say we didn't amongst those 25 groups. And part of the reason is we didn't have a kind of trusted relationship with our organization who could help us without outreach. And we basically, for that, to release that statement before City Council met, we had literally a few days. I think that's a really good point, though, because there are, in English, there are BIAs, business improvement areas, but local business associations who have been and are deeply concerned about climate change and have been really strong advocates, for example, for active transportation and bike lanes. So I think that's a really, really good question and a good point. In terms of what is community-led recovery, I'm not sure I used exactly those words, but I think the principle of that would be that decision-making opportunities and deliberation opportunities, as much as possible, would be opened up to the local level, to the residents, to the neighborhood level. I think it would involve the city working in partnership with respected neighborhood level groups to develop and support processes of participation that are built on the relationships that those organizations have with local groups. It's something frankly, I think we need to think about more. I know that our climate plan talks a lot about grassroots action teams, but I think that, I mean, from the sound of it, I feel that Montreal is farther ahead in terms of building those grassroots structures, democratic structures, and I would like a conversation with Joseph to learn more about how we do that in Toronto. So, yeah. Terrific. I'm glad this exchange can be of mutual benefit. And
There's lots more to explore, but let's move along with our agenda. We're a few minutes behind, partly because we started late. So one thing I would like to do before we jump into the sondage and break out into small groups. By the way, the small groups are fabulous. I just looked at, I didn't kind of like a breakdown of who's in which group, and it automatically popped out. And I'm like, I want to be in every one of these rooms. So you guys are very, very fortunate. There's going to be a lot of great discussions going on. Donc, juste avant de passer à ça, on a un invité spécial, un autre. C'est une conseillère d'arrondissement du sud-ouest de Montréal, dont le malting fait partie. Donc, Joey a fait mention. Une ancienne usine qui va être transformée avec un petit peu de chance en lieu social communautaire. Et j'aimerais présenter Sophie Thébault. Donc, merci Sophie d'être parmi nous. Puis, veux-tu nous partager un mot sur l'importance de l'engagement citoyen? Oui, bonsoir Mathieu, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup de me donner la parole, c'est très gentil. Je vais commencer comme Maya. En fait, Maya, ma collègue Maya Vodanovic, la mairesse de la Chine, qui disait tout à l'heure à quel point votre travail est essentiel pour la coalition en tant qu'organisation, avec le type d'activité sérieuse que vous êtes en mesure de mener pour qu'on réfléchisse, qu'on aille toujours tous plus loin dans notre réflexion. Et puis, chacun des membres de la coalition aussi dans la volonté de s'impliquer au niveau local et au niveau de Montréal. Je voudrais dire que je suis d'accord avec Joey tout à l'heure dans son exposé. Il parlait de l'arrondissement comme le lieu où on doit partir ou renforcer les communautés résilientes. Je pense qu'effectivement, c'est le bon palier de gouvernement pour renforcer le groupe, pour avoir une analyse des besoins d'une communauté, d'un territoire donné, puis par la suite faire des représentations auprès des gouvernements, des paliers de gouvernement supérieurs. Je me considère comme une élue convaincue. J'en connais beaucoup d'autres, des conseillers municipaux qui veulent absolument travailler plus fort pour adapter le territoire, mais aussi réduire notre production de gaz à effet de serre. Je suis en attente avec confiance aussi du futur plan climat de Montréal. Puis je suis fière de nombreuses réalisations qui ont pu être faites dernièrement par la formation politique que je représente. Mais je voudrais vous dire à quel point on le sait, nous autres, là, à quel point le changement est important, mais la machine aussi, je pense à la ville de Montréal, les arrondissements, mais la manière dont on vit et dont on gère nos villes, c'est une machine qui est tellement difficile pour pouvoir modifier le cap que l'implication, la mobilisation des citoyens, c'est vraiment essentiel. On a besoin d'aller beaucoup plus vite, on a besoin d'aller plus loin, et je vous de continuer vos actions en fait et de travailler plus proche de vos arrondissements pour qu'on agisse encore plus vite. Merci beaucoup. Merci infiniment, Sophie. Donc, on va maintenant se diviser en petits groupes. Il y a des questions postées dans le chat, le sondage. C'est important, une chose, de nommer un rapporteur pour remplir le sondage. Donc, nommer quelqu'un tout de suite au départ. On a 30 minutes pour remplir ce sondage-là, puis on va viser, le remplir en groupe. Et on va viser terminer la rencontre juste après 21h. Donc, merci tout le monde et au plaisir de vous voir dans les petites salles dans pas long. OK.
des changements rapides et dramatiques dans leur style de vie quand il y a l'urgence. Donc ça va. Le groupe numéro 4 également a mentionné, il y a une évolution rapide une évolution des comportements, une prise de conscience de la fragilité de notre économie. Donc ça, vraiment, c'est une thématique qui revient, que les gens réalisent qu'on est dans un système qui est excessivement, le système économique mondialisé, très sujet à des pannes ou à des chocs. Et puis, ça dit également, un instant, Mathieu, la vue vient de changer pour moi. Excuse. Ça fonctionne-tu? Okay. Voilà, désolé. Il nous dit que le lien social local a aussi gagné en popularité. Par exemple, les gens se rencontrent beaucoup dans les parcs. Le groupe maintenant, numéro 5, on a noté qu'il y a une nouvelle prise de conscience de l'importance de la souveraineté alimentaire, qu'on a besoin de plus d'espaces verts dans les villes, qu'on a besoin également de favoriser le vélo, et qu'on a besoin de multiples changements au niveau du travail, au niveau de la fiscalité, au niveau des modes de gouvernance des gouvernements, puis une prise de conscience de la relation entre la pandémie et juste un instant, et la destruction des écosystèmes. Groupe numéro 2 a dit double prise de conscience des inégalités et des plus vulnérables et ceux qui rendaient des services essentiels. On a pris également une prise de conscience au niveau des habitats des animaux qui sont des... Il y a une nouvelle prise de conscience de l'importance de vivre avec la nature et de voir également qu'on a besoin de vivre une certaine... on a passé à travers une période de décroissance et là, les gens sont allés à un niveau minimal et là, on ne peut pas vivre une autre crise semblable très rapidement, ce serait trop pour la société. Donc, c'est les principales réponses. Merci Mathieu. J'invite Charles à résumer les réponses de la question numéro 2. Ça ne sera pas bien long. Là, c'est réduit ici. Bon. OK, j'y arrive. Voilà. Donc, pour la question numéro 2, on posait comme question pour les prochains mois, comment pourrait-on assurer la pérennité des changements issus de la crise en vue d'une transition socio-écologique juste et tenant compte des besoins et revendications de tous les citoyens, dans un contexte également d'un fort et légitime besoin de relance économique. Donc, je suis désolé, je n'ai pas les numéros de groupe par contre, mais je vais y aller avec les réponses en ordre. Celle-ci est en anglais. I think there's a serious lack of understanding and debate within the general public of link between the COVID crisis and the destruction of our natural environment, abusive lifestyle, and the early sign of climate change that we're experiencing. Par la suite, désolé encore, je ne vois pas les numéros malheureusement des groupes. Le deuxième groupe, en fait, a répondu qu'il fallait investir dans les infrastructures de transport actif, donc notamment des nouveaux circuits de vélo. Une suggestion comme ça, on peut penser entre autres au REV à Montréal, qui est quand même une très bonne initiative dans ce sens-là. Cette crise-là, c'est une opportunité. Il faut s'exprimer très fort et soutenir les investissements structurants pour la transition écologique. Et il faut également montrer l'importance de l'urgence en même temps qu'en expliquant les grands changements sont possibles avec l'exemple de la crise pandémique. Prochain, excusez-moi, un petit temps d'ajustement. On a également répondu, on a souligné en fait l'importance de la mobilisation des citoyens au niveau de Montréal, que les consultations publiques au niveau provincial et municipal seraient positives, et également le nouveau plan de transport en tourne vélo, je soulignais tout à l'heure, le REV, qui devrait être à long terme, donc très bonne suggestion d'ailleurs. Et la dernière, je crois que c'est la dernière ou l'avant-dernière. En fait, on répond avec des questions, mais c'est pas grave, c'est quand même bien de lancer un très bon débat là-dessus. Comment ne pas retomber dans le même système? Est-ce qu'il faut commencer par soi-même pour arriver à un changement collectif ou en sommes-nous avec les actions clés? Payer le vrai prix en lien avec la consommation de nos bien-être, comment équilibrer les faiblesses? Est-ce que le changement est réaliste? Est-ce que tout le monde veut changer également leur mode de vie? Est-ce qu'il faut influencer tout le monde pour changer? Excusez-moi, je ne vois pas le reste. Voilà. Il faut influencer les gens et les convaincre et il faut adopter également des modèles viables et réalistes.
Donc, voilà, moi, c'était ce que j'avais. Je ne sais pas s'il y avait des gens qui avaient d'autres réponses qui ont été retenues, mais c'est tout ce que j'avais pour la question numéro 2. Merci, Charles. Et enfin, question numéro 3, Monica, veux-tu nous faire part d'une synthèse? Puis, tu es en mute. Ouais, Je sais pas si. OK. je cherchais mon bouton. OK. Oui, et maintenant, il faut que je cherche le résumé. Oui, mais beaucoup se tourner autour de pas rester seul, qui est collaboration, cultiver une culture de quartier, travailler en petit groupe avec les actions concrètes, de construire les alliances pour pouvoir apprendre et se soutenir avec les autres. Il y a beaucoup de connaissances dans le mouvement écologique et transition, mais il faut qu'on travaille plus unis, que ça prend des incidents, des mesures pour qu'on puisse comme changer un style de vie. Toute seule, on ne peut pas. Et ça souligne le besoin d'une participation démocratique et des autres personnes qui n'ont pas eu le temps pour arriver à la troisième question. Au quotidien, nous sommes prises par des habitudes, mais il faut s'adapter ensemble. Mais je pense que les clés, c'était comment créer cette unité, comment créer cette nouvelle tendance ensemble. Et je ne sais pas si ça, c'est un outil en soi, mais plutôt identification d'un besoin. Parfait. Ça fait le tour, Monica. Merci. Oui. OK. Donc, wow! Pile à l'heure, là. Moi, je ne suis pas habitué. Ah, non, c'est 9h01. Donc, merci beaucoup tout le monde. Écoute, 2 heures déjà devant l'ordi, c'est long. Donc, merci à nos conférenciers, conférencières, énormément Louise Vandelac, Joey Elhouri et Michael Polanski. Merci infiniment. Merci aussi aux élus qui se sont joints à nous au cours de la soirée, Maya Vodonovic et Sophie Thibault. Et je vous invite chaleureusement à venir demain à l'AGA. Ça va être moins long. Et on va élire le CA qui va nous aider. Il y a 5 postes au CA qui vont rouler cette année et 4 postes qui vont rester. Donc, demain, on va avoir la chance de savoir c'est qui les héros qui vont prendre la ballon et élaborer des principes d'une relance juste pour Montréal. Enfin, si vous êtes intéressé à poser votre candidature pour le CA, moi, je vais rester ici dans la salle. Je sais qu'on a déjà plusieurs candidatures soumises, mais si ça vous intéresse et vous aviez des questions, moi, je vais rester pour répondre ou pour parler de la météo ou autre chose. OK. Merci tout le monde. Bon. Merci. Merci. Merci énormément tout le monde. Ciao. Merci beaucoup. Bye. Plaisir d'avoir passé ce temps ensemble. Bonne soirée tout le monde.